Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine international de LN24. 2019 a-t-elle été une année de baisse des tensions internationales? Y a-t-il eu plus de perspectives de paix ou au contraire, 2019 a-t-elle été une mauvaise année avec une aggravation des conflits aux quatre coins de la planète? Conflits accompagnés de leurs dramatiques conséquences humanitaires sur des civils de plus en plus délaissés. De l'Afghanistan à la Syrie, au Yémen, du Congo à l'Ukraine, de l'Irak au Sahel, les zones de conflit ne manquent pas en 2019, des guerres souvent anciennes et dont on ne voit souvent pas l'issue. Mais à quoi ressemblent ces guerres du XXIe siècle? Opposent-elles encore directement les États, ou plutôt des groupes se réclamant des États? Guerre contre le terrorisme, guerre civile, les pays semblent de plus en plus démunis pour les affronter. Le prix des victimes civiles dans ces conflits est aujourd'hui largement majoritaire. Quartiers, hôpitaux, écoles, les cibles civiles semblent visées pour délibérément terroriser les populations. Que reste-t-il du droit humanitaire et des conventions internationales pour atténuer les souffrances des civils? Et puis enfin, les organisations internationales sont-elles encore efficaces dans ces conflits? Et la coopération entre pays pour mettre fin aux conflits modernes a-t-elle encore sa place? L'ONU joue-t-elle encore un rôle dans ce qui ressemble de plus en plus à la loi de la jungle? Pour mieux comprendre donc l'évolution des conflits modernes nés en fait de l'après-guerre et de la guerre froide, trois invités sur ce plateau pour tenter d'éclaircir évidemment ces problématiques. Tanguy de Wilde, bonjour. Nous vous connaissons sur le plateau du magazine international. Vous êtes professeur de géopolitique à l'université de Louvain. Nicolas Gosset, bonjour. Vous êtes professeur également à l'école royale militaire, ou plutôt à l'Institut royal de défense ici à Bruxelles. Vous êtes chercheur. En tout cas. Et puis merci aussi pour parler de l'aspect humanitaire, effectivement, et on sait qu'il est au cœur aujourd'hui des conflits. Bob Ghosn, vous êtes responsable des urgences internationales à la Croix-Rouge de Belgique. Alors, je vous propose de partir d'un exemple d'un conflit dont on parle ces dernières semaines parce qu'il est dans l'actualité par la décision du président américain Trump de déclarer vouloir recommencer à négocier directement avec les talibans. C'est le conflit afghan, le conflit d'Afghanistan, qui est sans doute significatif de ces conflits modernes. On parle d'un conflit qui a maintenant 18 ans, c'est le plus ancien dans lequel est impliquée l'armée américaine. 2400 morts américains, 500 dans la coalition alliée, 20 000 blessés. On parle de plus de 40 000 morts dans la population civile, 2000 milliards d'euros approximativement de coûts pour cette guerre et un pays qui n'est toujours pas sécurisé. Alors Nicolas Gosset, est-ce que c'est l'exemple type là des conflits modernes? Pas de début, pas de fin, et quels sont les objectifs de guerre? On n'en sait même plus rien. L'exemple type, c'est probablement excessif de le dire parce que chaque conflit de par le monde répond à ses dynamiques qui sont propres. Mais le conflit afghan a cette particularité, vous le disiez, d'être une guerre sans fin. Une guerre très très longue, 18 ans dans sa phase d'intervention internationale, mais pour les Afghans, c'est un conflit qui dure depuis près de 40 ans. Donc on a eu une succession de différentes phases de conflits qui ont muté à la suite l'une de l'autre. Et effectivement, vous parliez d'un poids sur la population afghane qui est même, je pense, largement supérieur à ce que vous évoquiez, des 40 000 morts. Ça ne pas les victimes du terrorisme. Oui, qui est bien supérieur. L'Afghanistan est redevenu, ces 2 dernières années, le conflit le plus meurtrier au monde, contrairement à ce que l'opinion publique pense généralement. Aujourd'hui, on meurt davantage de la guerre en Afghanistan qu'en Syrie. La volonté de Donald Trump de relancer les pourparlers avec les talibans après beaucoup d'atermoiements reste encore hypothétique. On a peu d'éléments concrets. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté de la présidence américaine de se désengager du conflit afghan et de toute une série d'autres conflits internationaux et donc de quelque part aboutir à un accord de cessez-le-feu à minima avec les talibans. Mais même là, dans ce contexte-là, en fait, les objectifs de guerre, même pour une puissance comme les Américains, ne semble pas clair. Parce que même au sein même du gouvernement américain, on voit qu'il y a des grandes différences d'appréciation sur le rôle et la place que doivent avoir les troupes américaines dans ce pays. Tanguy de Wilde. Oui, mais c'est un conflit relativement complexe parce qu'il y a les clivages qui s'entrecroisent. Au départ, on avait un clivage idéologique, on l'a dit. Le conflit a démarré il y a 40 ans avec une espèce de révolution de palais entre factions communistes. Il y a le clivage ethnique et puis le clivage religieux aussi qui s'est implanté là. Ce qui fait que pour trouver une solution à ce conflit, et à un moment donné, ce pays était divisé en territoires. L'un était un chancre terroriste, de l'autre côté, il y avait une espèce de mini-État.
qui était tenu par des Tadjiks par rapport à l'ethnie Pashtun, qui est l'ethnie majoritaire. Ce qui fait qu'on a aussi le prototype d'un État qui s'effondre. Et donc l'objectif de guerre, c'est en fait simplement de stabiliser un État, pour l'instant. C'est ça cet objectif de guerre. Et la question est de savoir, est-ce qu'on peut le stabiliser avec des gens qui ont été à la base de son effondrement, comme les talibans. Alors, ce qui est si significatif des conflits modernes, c'est que dans un conflit comme le conflit afghan, il y a même une dynamique en fait des protagonistes, puisque le fait que les talibans sont en guerre effectivement contre les Américains depuis l'après 11 septembre. Aujourd'hui, l'État islamique, donc avec des forces supplémentaires qui elles-mêmes sont parfois opposées à des forces qui semblaient radicales et qui d'un coup semblent quasiment, enfin, j'exagère, peut-être modérées, mais en tout cas fréquentables aux yeux des ennemis d'hier. C'est à plus rien comprendre en fait. C'est-à-dire que ça exprime bien, vous parliez de la présence de l'État islamique en Afghanistan, ça montre bien la déclinaison qui s'opère du djihadisme combattant au-delà de l'Afghanistan. Et donc, effectivement, on se trouve avec des talibans qui revendiquent le leadership du djihad libérateur contre l'occupation américaine et qui voient ce leadership contesté par des factions qui sont plus extrémistes, plus jusqu'au-boutistes et qui entendent internationaliser la lutte. C'est vraiment sur ce point-là que se joue l'opposition entre les talibans et ceux qui ont pris l'étiquette Daesh en Afghanistan et qui, du point de vue américain, sont en passe de devenir la principale menace en Afghanistan, puisque la volonté de l'administration américaine et du Pentagone, on le voit très bien dans les négociations, c'est d'empêcher que l'Afghanistan ne redevienne un sanctuaire du terrorisme international comme il l'était jusqu'en 2001. Et donc, dans cette perspective-là, il y a une sorte de calcul qui est opéré, qui est de dire nous allons mobiliser les talibans pour faire front à cette mutation du djihadisme en Afghanistan qu'est la présence de Daesh sur la zone. Mais d'une certaine manière, les Américains cherchent, comme ils l'ont cherché au Vietnam à une certaine époque, à vietnamiser le conflit. Ici, il faudrait afghaniser le conflit en montrant l'intérêt pour les Afghans de se débarrasser de Daesh et de trouver une solution nationale. Et donc on peut escompter, parce que quand on discute avec les Afghans, ils disent un Afghan, on ne peut jamais l'acheter, mais on peut le louer, d'une certaine manière. Et donc on peut le louer pour faire la paix, le cas échéant, et se réconcilier. Ce à quoi ils n'ont finalement jamais réussi. Parce que depuis la chute du régime communiste qui était soutenu par l'Union soviétique en 1992, finalement, c'est les factions afghanes qui se sont combattues et qui ont ouvert la porte à Al-Qaïda et maintenant, plus récemment, à l'État islamique. Alors Bob Ghosn, un élément important, même si ça n'a pas directement trait là au droit humanitaire, on en parlera dans quelques instants, c'est évidemment le rôle des opinions publiques. Vous parliez du conflit vietnamien, mais dans le cas du conflit vietnamien, il y avait des objectifs de guerre qui apparaissaient compréhensibles pour les populations qui pouvaient prendre parti pour ou contre le conflit dans lequel étaient engagées leurs forces armées. C'est absolument pas le cas dans un conflit comme l'Afghanistan ou un conflit comme la Syrie, où il y a une incompréhension des opinions publiques, des objectifs de guerre eux-mêmes. Oui, alors sur les objectifs de guerre, effectivement, s'il appartient aux politiques d'en parler, mais je pense que la complexité géopolitique des conflits ne doit pas occulter des choses très simples. Ce qui se passe en Afghanistan depuis 40 ans, et pas depuis simplement 2001, mais bien avant, c'est des milliers de personnes qui sont privées de leurs droits essentiels, c'est des enfants qui ne vont pas à l'école, c'est des générations qui n'ont pas eu accès à l'éducation, c'est des hôpitaux qui ne fonctionnent plus, c'est des services de base qui n'existent pas. Et je pense que ça, tout le monde peut le comprendre. Et c'est important de mettre ça au cœur de ce qu'on dit. Et en tout cas, nous, de notre point de vue, on entend trop souvent des analyses géopolitiques, avec tout le respect que j'ai pour l'intelligence des arguments, et c'est important. Mais il faut aussi ne pas oublier que c'est pas juste un échiquier. L'Afghanistan ou la Syrie ou le Sahel ou le Yémen ne sont pas juste un échiquier où on fait avancer des pièces. Ce sont des êtres humains qui souffrent aujourd'hui et qui ont besoin de notre solidarité et de notre aide. Je vais juste rebondir sur le chiffre que vous avez donné. Vous avez parlé de 2000 milliards. Alors ça dépend comment on compte, mais c'est probablement au moins autant, voire plus. Quand on compare ça au budget qui a été alloué réellement pour aider les populations afghanes qui en ont besoin, c'est une goutte d'eau. On a donné uniquement une goutte d'eau pour ça et on a investi beaucoup plus sur des moyens militaires. Alors ça, c'est la vraie question et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, indépendamment des objectifs de guerre qui peuvent être plus ou moins simples pour les opinions publiques. Je reviens quand même à la question, effectivement, des objectifs de guerre donc, et cette incompréhension par les opinions publiques qui finalement... entraîne vraiment une difficulté à mettre fin à ces conflits. Puisque, effectivement, l'opinion publique qui peut faire pression sur les États ne voit pas où est la fin légitime d'un conflit comme celui-là. Mais les opinions publiques en démocratie ne supportent pas les guerres longues. Et donc, généralement, le raisonnement, c'est que ces guerres coûtent cher, ne rapportent rien, si ce n'est finalement l'ingratitude des populations qu'on essaye d'aider. Et en ce qui concerne l'Afghanistan, par exemple, l'ancien
l'ancien sous-secrétaire d'État Richard Holbrooke avait été chargé de ce qu'on appelait le AFPAC, donc Afghanistan-Pakistan. Et il avait essayé, tant bien que mal, finalement, d'amener de l'aide au développement via le Pakistan. Mais il butait constamment contre l'idée suivante, c'était que finalement les Américains étaient assimilés à des militaires et pas à des gens qui amenaient le développement. Donc le USAID, donc l'aide, comme notre aide au développement, était finalement mal vue ou bien détournée, et donc il n'y arrivait pas. Un des objectifs de guerre, c'est la conquête des cœurs et des esprits, bien plus que la conquête de territoire, ça c'est vrai. Mais alors, comme le représentant de la Croix-Rouge le dit, effectivement, il y a eu des souffrances de la population, mais avec quelques paradoxes si on regarde l'Afghanistan. C'est que finalement, l'Afghanistan était plus moderne sous la royauté, plus moderne sous le régime communiste, qu'après le régime communiste, avec soit les factions et après les talibans et la situation aujourd'hui. Et donc, l'Afghanistan a été moderne, on pouvait, les femmes ne pas se voiler, tout le monde pouvait aller à l'école, à une autre époque. Donc, la population pourrait revenir à cela. Mais il y a eu une espèce d'âge noir, en quelque sorte, dont il faut sortir. Un de vos problèmes, ce n'est pas justement au niveau de la Croix-Rouge, parce qu'on parle des enjeux de guerre, mais cette désensibilisation, cette banalisation, cette espèce de lissage des valeurs qui fait qu'aujourd'hui, la pression qu'on a vécue dans des conflits comme le conflit vietnamien, avec les gens descendant dans la rue pour exiger de leur gouvernement d'agir, comme dans d'autres problèmes d'ailleurs, n'existe plus. Et donc ça vous enlève des leviers en fait. Alors oui. Alors effectivement, il y a une certaine tolérance à la violence et ça c'est un problème aussi du point de vue du respect du droit. Vous parlez de l'Afghanistan, moi je parlerai aussi peut-être du conflit en Irak. Je pense que de mémoire, les plus grandes manifestations qui ont eu lieu, c'était notamment au Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni a pris parti au conflit, étaient contre cette guerre. Donc l'opinion publique est encore mobilisée et c'est pas si vieux. Mais c'était avant qu'elle démarre. Voilà, c'était avant qu'elle démarre. Maintenant, effectivement, il y a une banalisation. Maintenant, on souffre du fait qu'on trouve normal que des millions de gens souffrent en Afghanistan ou que ce soit incompréhensible. On ne comprend plus qui sont les gentils, qui sont les méchants. Et nous, notre appel, c'est de dire c'est pas une question de gentils ou de méchants, c'est une question de gens qui ont des droits et nous devons travailler à renforcer le respect de ces droits. Nous devons aussi travailler à ce que, comme vous l'avez dit, l'aide humanitaire ne devienne pas un objectif militaire. Il ne faut pas que construire des écoles se soit vu comme pro-américain ou anti-taliban ou dans le Sahel pro de cette faction ou contre cette faction. Et ça, c'est un équilibre délicat parce que les gouvernements ont aussi intérêt à montrer à leur population interne, donc l'opinion publique, ce qu'ils font. Et tout le monde a plutôt envie de montrer une école construite grâce au financement de tel et tel État, avec l'aide de telle ou telle organisation, plutôt que de montrer un char d'assaut. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il s'agit d'une militarisation ou d'une politisation de l'aide humanitaire. Et ça, c'est quelque chose dont nous sommes très inquiets. Alors, je vous propose de vous retrouver dans une minute pour continuer cette discussion. Est-ce que les guerres peuvent finalement être encore gagnées? On en reparle dans cette deuxième partie du magazine international de LN24.